un point qui est essentiel aussi, réussir ces plantations. C'est bien d'avoir un programme de 50 millions d'arbres. Il faut savoir comment les planter. Il faut être sûr de ne pas se tromper. Donc, on l'a vu, ça passe d'abord par une phase de diagnostic, bien entendu. Et puis après, quelles sont les bonnes pratiques de plantation? Comment faire en sorte? Alors, je sais que pour beaucoup de parcelles, ça peut paraître assez évident. Maintenant, on voit que il y a beaucoup de choses qui arrivent, et notamment avec le, les problèmes climatiques qui nous accompagnent. Il y a beaucoup de possibilités. On va en parler avec Julien Ficpron. Bonjour Julien. Bonjour. Vous m'entendez, c'est parfait et on vous entend. Vous êtes ingénieur à l'Institut pour le développement forestier, le service, un peu en quelque sorte le service R&D du CNPF. Vous êtes basé à Nancy et vous travaillez notamment sur les questions de ressources en eau, la protection des sols et le renouvellement des peuplements. Donc vous êtes complètement dans l'actualité de ce plan France Relance. Vous allez nous parler des principaux facteurs de réussite de ces plantations. Et donc, j'ai envie de vous dire, on ne va pas vous couper, mais on attend que vous nous donniez les bons éléments et puis il y aura sûrement pour vous aussi plein de questions derrière. Je vous laisse donc la parole. Vous avez quelques slides à nous présenter pour ça. Tout à fait. Je partage mon écran. Donc, réussir ces plantations, il n'y a pas de recette miracle et infaillible, mais on a bien conscience que c'est aussi toujours plus complexe sur la parcelle que vu du bureau. Et on tenait néanmoins à reprendre quelques messages clés sur les plantations que l'on co-anime avec nos collègues de l'Office national des forêts. Alors, je vous propose de parler de la décision de planter, du diagnostic des contraintes, de préparation du sol et du schéma de plantation. Donc, planter, c'est s'engager dans un projet coûteux et de longue haleine. Il est question de réussir ces plantations et je vous propose d'abord de regarder les causes d'échec avec ce bilan du département santé des forêts qui reste provisoire sur les plantations de l'année 2000, enfin, la version 2020 du bilan DSF. Et donc, vous voyez sur ce graphique une chronique de 2007 à 2020 avec en bleu le pourcentage de réussite et en orange le pourcentage de plants morts. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'en 2020, c'est la plus mauvaise année au niveau de la reprise des plantations. On est à 29% de plantations ratées, c'est-à-dire 80%, c'est-à-dire des plantations à moins de 80% reprises. Dans certaines régions, ça atteint 45% de plantations ratées, comme dans le secteur Grand Est. Et ce qui est aussi à noter, c'est qu'on a une succession de 3 années avec des reprises qui sont problématiques. Et au niveau des causes de mortalité, on peut voir que 90% de la mortalité est d'origine abiotique ou complexe. Donc on entend par là qu'elle n'est pas directement liée à des insectes, ni à des animaux, ni à des pathogènes. Et donc, le Douglas représente bien cette évolution de la mortalité abiotique. On retrouve le 1 avec 17% de mortalité liée à des causes abiotiques. La première cause dans ces facteurs abiotiques, c'est la sécheresse estivale. Il en a déjà été question tout à l'heure. Et il y a aussi des facteurs anthropiques dans ces facteurs abiotiques. Et parmi cela, il y a la qualité des plants et la qualité de leur mise en place. Donc, ils sont aussi des facteurs essentiels de réussite ou d'échec. Donc, compte tenu des risques et des coûts, les possibilités d'amélioration des peuplements existants doivent aussi être prises en compte avant de décider de planter. Donc, on en vient maintenant aux facteurs de réussite après cette introduction un peu pessimiste. Donc, on va revenir au diagnostic. Donc, dans nos formations, c'est le message que l'on fait passer en priorité, s'appuyer sur un diagnostic solide.
Donc ça consiste à identifier les contraintes, dans un premier temps à l'échelle de la parcelle. Il s'agit de voir le cadrage des documents de gestion existants, s'il y a une réglementation qui s'applique, notamment sur les boisements. Il s'agit ensuite d'anticiper les problèmes de gibier et de ravageurs, j'en dirai un après, de considérer l'insertion paysagère et de voir s'il y a des contraintes au niveau eau et biodiversité. On pense notamment aux réglementations sur les périmètres de protection de captage et au zonage de biodiversité. Donc un focus sur le gibier, où vous voyez dans le graphique du dessus le coût des protections par hectare, le coût des protections gibier, suivant différentes techniques. On voit que c'est un poste qui peut être vraiment important, de l'ordre de 1000 à 4000 euros par hectare. Et ce que l'on voit dans le graphique du dessous, c'est le BASI, c'est un indicateur de rentabilité forestière. Et on voit que suivant qu'il y ait des dépenses de protection ou non contre le gibier, cela peut affecter l'ensemble de la rentabilité d'un itinéraire technique. On voit par exemple pour le chêne, suivant que l'on protège ou non, la rentabilité peut être divisée par 2. Donc un poste vraiment important. Alors on a parlé du renseignement de contraintes à l'échelle de la parcelle. Ça peut aussi être intéressant d'identifier des contraintes à l'échelle de zones infraparcellaires. Donc il peut s'agir de décrire le peuplement actuel, l'état de la zone à planter, et dans un deuxième temps, de décrire la station et la végétation. Et là, un point capital, c'est d'identifier et d'anticiper les risques de blocage. Donc au niveau de la végétation, on s'intéressera à la dynamique de recrue ligneux, des herbacées et au risque d'envahissement. Et là, vous voyez 4 exemples du type de végétation potentiellement bloquante: les graminées, la fougère aigle, la ronce ou la cabune. Autre point important pour les risques de blocage, c'est le sol. Alors, sur le sol, l'attention doit être portée sur les contraintes tassement, on en redira un mot juste après, l'hydromorphie et le réservoir en eau utilisable, pour savoir si les plants peuvent passer plus ou moins facilement des périodes de sécheresse. Le dernier point qu'on voulait aborder sur diagnostic des contraintes, ce sont les obstacles, donc les souches, les rémanents et les blocs. Et au niveau des rémanents, on voulait aussi insister sur le fait que ça pouvait aussi être utile pour gérer les circulations d'engins sur les parcelles, et aussi ça a un intérêt par rapport à la fertilité chimique des sols, donc qui vient de raisonner l'exportation de rémanents. Et c'est l'objet notamment d'une brochure récente de l'ADEME sur la production de plaquettes forestières. Vous avez là sur cette diapositive. Alors on revient au sol, et une idée qui nous tient à cœur, c'est le fait que la préparation du sol commence dès l'exploitation du peuplement précédent. En effet, on présente souvent les itinéraires de renouvellement à partir, je vais prendre un petit pointeur, voilà, à partir du moment où l'on plante, mais le lien avec le peuplement précédent est rarement fait. Donc on voit une déconnexion apparente et qui est renforcée par le fait que les intervenants sont différents entre le chantier d'exploitation et le chantier de renouvellement. Donc une bonne articulation entre exploitation et reboisement, on est convaincu que c'est aussi un facteur de réussite, notamment pour gérer les problèmes de tassement. Donc, qu'est-ce que le tassement? Donc, c'est une augmentation de la densité et une réduction de la porosité. Donc, vous voyez sur ce schéma le phénomène de tassement illustré avec sur la gauche un peuplement avec une bonne structure, avec une macroporosité, et l'impact des engins va dans un premier temps faire disparaître la macroporosité, et ensuite les agrégats
vont être comprimés et vont se réorganiser jusqu'à des structures horizontales dites lamellaires, comme vous voyez sur la droite. Vous voyez une organisation horizontale où les flux d'air et les flux de liquide vont être très 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 contraints, et donc ce type de structure est très difficile à restaurer. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous parler de stratégie face au risque tassement. Quelle stratégie adopter? C'est difficile de compter sur la restauration naturelle de la structure des sols. Et la restauration par des travaux du sol est coûteuse et les résultats sont incertains. Donc la priorité, c'est vraiment la prévention. Le meilleur travail du sol, c'est d'abord d'éviter de le dégrader. Donc les conseils que l'on souhaite partager, c'est de respecter les cloisonnements et de maintenir leur praticabilité. Donc ça, c'est au niveau de l'exploitation du peuplement précédent. Et le deuxième conseil au niveau du schéma du schéma de plantation, ça va être de chercher à conserver ce réseau de cloisonnement. Alors, on a parlé de meilleur travail du sol, qui est d'anticiper et de gérer la prévention. Et donc, on a quand même quelques règles à partager avec vous sur le travail du sol, donc qui doit être raisonné. Donc, il doit être fait sur un sol ressuyé. Il doit être anticipé, donc avec un minimum de 2 mois avant la plantation, mais sans laisser une saison de végétation complète entre le travail du sol et la plantation. Il ne faut pas travailler le sol en profondeur si ce n'est pas justifié. Il faut préférer un travail du sol localisé afin de limiter la perturbation du milieu, que ce soit pour des risques d'érosion ou de biodiversité. Autre règle qu'on voulait partager, c'était d'éviter de bouleverser les horizons. Et dernière recommandation, c'est de s'assurer que l'opérateur soit bien qualifié pour la technique qu'il aura à mettre en œuvre. Donc le dernier point qu'on voulait partager sur les recommandations sur la réussite des plantations, donc ça porte sur le choix du schéma de plantation. On en a déjà parlé précédemment, on encourage la diversification, que ce soit au niveau des plants ou du recru ligneux, mais il faut faire attention à ce qu'on appelle au délire de l'artiste. Donc l'entretien et la mise en place des plans doivent rester pratiques. Donc, au niveau entretien, il faut faciliter l'accessibilité et le repérage des plants. Donc, toutefois, entre cet écueil du délire de l'artiste et la plantation monospécifique sur 10 hectares, il y a de très nombreuses options intéressantes. Et vous avez ici un exemple de plantation par nid. Donc, plantation par nid, on imite la dynamique naturelle de la végétation avec des placeaux plantés de manière dense. Et donc, c'est une plantation de chênes pédonculés en secteur alluvial sur lequel il y a un accompagnement avec donc le recru naturel et également des placeaux d'érables sycomores qui sont en bleu et représentés en bleu, et des placeaux d'aulnes représentés en orange, et il y a de l'ordre de 80 placeaux par hectare. Et donc avec des chênes qui sont bienvenants, comme vous voyez sur cette illustration. Donc le choix du schéma de plantation, c'est aussi le moment de l'idée de la densité du peuplement à planter. Donc ça peut être un sujet à part entière et on ne va pas le creuser. Le choix du schéma de plantation, je reviens sur l'intérêt de reprendre les cloisonnements existants du peuplement précédent pour avoir des bandes boisées qui ont une structure de sol la meilleure possible.
C'est aussi le moment d'anticiper l'entretien, donc on l'a dit tout à l'heure, pour faciliter l'accessibilité et le repérage des plans. Et le dernier point qu'on voulait partager concernait l'association du propriétaire au projet de plantation. Alors, associer le propriétaire, il faut le faire pas uniquement au niveau de la plantation, ça se fait aussi au niveau de la coupe, mais une idée qui est intéressante pour favoriser l'implication du propriétaire, c'est de partager un book photo avec lui, par exemple. Il pourra se rendre compte de l'état de la parcelle après coupe ou du type de plantation qui pourra lui être proposé. Donc ça, c'est une idée qui peut favoriser l'adhésion du propriétaire au projet qui lui sera proposé. Donc ces quelques recommandations sont issues du parcours de 3 formations co-animées avec l'Office national des forêts, donc réussir ses plantations. Nous avons 3 modules: bien préparer une plantation, bien choisir et planter des plants de qualité. Donc là, je n'ai pas insisté sur ces aspects-là qui sont notamment apportés par ma collègue Sabine Girard. Et le 3e module porte sur l'entretien de la plantation. Nous assurons aussi une formation sur la prévention des dégradations physiques des sols, donc sur les tassements, les ornières et la compaction des sols. Et donc pour conclure et introduire l'exposé suivant, un mot qui date de 1985 mais qui reste d'actualité. Il est extrait de la page du directeur de l'époque, Monsieur Marion, dans notre revue Forêt Entreprise. Donc, le but de l'Institut pour le développement forestier, c'est de présenter une palette très large de techniques possibles dans laquelle chacun pourra choisir en fonction de ses désirs, de ses objectifs, de ses moyens et de ses contraintes. Merci pour votre attention. Merci, merci beaucoup Julien Ficpron. Une première question, mais alors question béotien, j'ai entendu dans votre exposé, vous disiez qu'il ne faut pas bouleverser les horizons. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le sol est structuré en horizon. Alors, vous avez au-dessus du sol, vous avez l'humus. Et puis après, vous avez des horizons qui sont souvent plus riches en matière organique en surface. Et à mesure que l'on s'enfonce, que l'on creuse, on a des horizons qui s'appauvrissent la plupart du temps en matière organique et qui deviennent de pacte. Et le sol, c'est aussi un milieu vivant. Et donc, pour ne pas perturber le fonctionnement du sol, il faut éviter de bouleverser les horizons, donc de remonter les horizons profonds en surface, que ça va gêner la dynamique de toute la faune et de toute la flore du sol qui permettent de maintenir une bonne fertilité du sol. D'accord, merci pour cette réponse. Camille, je me tourne vers vous. Est-ce que durant cet exposé de Julien, on a eu des questions? Oui, on a des questions. On a des questions sur comment limiter les frais de replantation après coupe et un lien avec le contrôle qualité aussi des plants. Alors effectivement, Julien a précisé que ça faisait l'objet d'une formation spécifique, mais peut-être voilà rapidement revenir sur la limitation des coûts par rapport à ces plantations. Julien? Alors sur toutes les questions effectivement pas aborder ces questions plan, donc que ce soit sur la logistique d'approvisionnement des plants qui va convenir d'anticiper parce qu'il va y avoir des volumes importants de plants, donc il va falloir s'assurer de stockage intermédiaire, que ce soit potentiellement en chambre froide ou en jauge.
Donc ça, c'est un point important. Et donc cette thématique-là est plus du domaine de ma collègue Sabine Girard. Et sur la question des frais de plantation, je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop tirer les coûts vers le bas. On entend parfois parler d'équipes de planteurs qui doivent mener des cadences assez infernales, et c'est pas possible de leur demander un travail de qualité avec des cadences énormes. Donc je pense le message, ce serait plutôt d'être prêt à payer un peu plus cher pour avoir un travail de qualité, que ce soit au niveau de la préparation ou de la mise en place des plans. Et je reviens aussi sur le lien avec les travaux d'exploitation. Si il faut payer 50 centimes, voire 1 euro de plus sur les frais d'exploitation du peuplement, ça peut être un calcul tout à fait pertinent si on n'a pas de gros travaux après pour remettre en état la parcelle. Donc voilà, faire attention aux mauvaises économies, je dirais plutôt. Camille. Alors, dans les questions sur les coûts, il y a également une question sur le coût des protections et dans le cadre du plan de relance. Autrement dit, est-ce que on a vu un tableau avec les différents prix. C'était intéressant d'ailleurs votre graphique avec les courbes qui montraient le prix à l'hectare selon le type de protection choisi. Vous pouvez peut-être la remettre à l'écran. Je peux remettre ça, et il y avait un détail complémentaire sur ce graphique-là, que ce soit au niveau des clôtures. La question de Camille, j'imagine qu'il est pas, enfin, il est difficile, dans certaines régions en tout cas, d'imaginer des replantations après avoir travaillé les terrains, donc investi, comme vous dites, ça coûte de l'argent. Il faut savoir protéger tout ça, parce que entre le gibier et quelques autres malfaisants, ça mérite d'être protégé, j'imagine. Alors nous, ce que l'on défend, c'est qu'il faudrait que la densité de gibier soit adaptée à la capacité d'accueil du milieu, mais c'est vrai que dans le temps du plan de relance, on ne va pas pouvoir se faire l'économie de protection de plants pour certains plants particulièrement appétants. Je pense notamment aux feuillus précieux, aux cèpes de l'Atlas, aux Douglas, qui peuvent attirer beaucoup de gibier. Et donc, je pense que le partage d'écran fonctionne encore. Et oui, ce qu'on pouvait dire en plus sur ce graphique-là, c'est que les coûts qui ont été présentés s'entendent hors dépose. Donc, pour les clôtures, par exemple, si on tient compte de l'entretien et de la dépose des clôtures, le coût peut être doublé. Et pour les protections individuelles, il faut aussi tenir compte du temps pour la dépose de ces protections quand les plants se retrouveront à l'étroit dedans. Est-ce que dans le cadre du plan France Relance, justement, le financement de ces protections peut être pris en considération au même titre que la préparation du terrain et la plantation elle-même, ou est-ce que ça fait l'objet d'un budget à part? Ces coûts enfin, il y a des barèmes pour la protection contre le gibier. Est-ce que nous avons d'autres pour Julien? Oui, alors effectivement, on a d'autres questions sur le schéma de plantation. L'image a bien plu entre le travail d'artiste et la comparaison a bien plu. Du coup, il y a une question sur le développement de concepts de plantation à très forte densité. Est-ce que ça peut être intéressant? Et j'allais dire dans l'autre sens également, est-ce qu'en
en profitant du recru, est-ce qu'il serait pas aussi possible de, pour le coup, planter en densité beaucoup plus faible? Voilà, quel est le entre les deux extrêmes, qu'en est-il? Alors, je vais encore m'appuyer sur le mot de notre directeur, Monsieur Varion, de 1985. Notre objectif, c'est de donner une palette large d'itinéraires sylvicoles qui puissent correspondre aux attentes et aux moyens des différents propriétaires. Donc, il peut être pertinent d'avoir des plantations à relativement faible densité si on a un matériel génétique dont dans lequel on a confiance, donc et pour lequel on ne va pas avoir beaucoup de risques de dégâts de gibier. Donc là, on peut tenter des plantations à faible densité. Après, la plantation à forte densité peut aussi être recommandée dans ce cas. Et puis, ce que je vous présentais dans le schéma de plantation, ce sont des schémas un petit peu hybrides où on va compter sur le recru ligneux et on va faire des plantations très denses mais localement. Ce sont des plantations par placeau ou par nid. Donc on va planter des petits collectifs, classiquement de 5 à 9 plants, donc qui vont pouvoir s'auto-éduquer les uns avec les autres, comme ils seront assez denses. Et l'objectif, c'est de sortir un arbre objectif de chaque place plantée. Donc il y a aussi des solutions hybrides de ce type-là. Camille. Camille, je crois que votre micro n'est pas allumé et on ne vous entend pas. J'arrive. Une question pour Xavier et Olivier. Faut-il un peu plus large, faut-il toujours replanter sur des grandes surfaces et quid de la diversification des essences? Alors, le plan de relance rend la diversification obligatoire au-delà de 10 hectares. 10 hectares, c'est déjà une surface relativement importante. Ce qui vous a été dit jusqu'à maintenant, on insiste sur la nécessité, enfin en tout cas on encourage la diversification si on est dans un contexte changeant dont on maîtrise pas la rapidité d'évolution et que la diversification peut être une certaine garantie. En même temps, diversifier, ça entraîne aussi des complications de gestion. Donc, ce qui a été dit depuis le début, c'est qu'il y a des solutions qui sont proposées, mais que la décision, elle revient au gestionnaire et c'est à lui de faire les bons choix en fonction des contraintes qui s'imposent à lui. J'aurais une question complémentaire. Vous venez de dire, Xavier, faire les bons choix. Les bons choix, ils peuvent être à la fois génétiques, ils peuvent s'intéresser au terroir, pratiquement au terroir, et on essaye d'optimiser. Et puis il y a une question, j'imagine, pour les gens qui doivent replanter maintenant, de imaginer ce que économiquement parlant leur territoire va pouvoir donner dans les 30, 40, 50 ans à venir, donc pour la génération qui va hériter de ce terrain. Quelle est cette part qui doit permettre de faire le choix? C'est une question qui est souvent posée, qui est une question extrêmement difficile, puisque les arbres qui vont être plantés aujourd'hui, pour ceux qui vont avoir la croissance la plus rapide, ils vont être exploités au mieux dans une cinquantaine d'années. Donc, dans une cinquantaine d'années, on ne sait pas exactement quelles seront les conditions climatiques et on ne sait pas non plus exactement quels seront les débouchés des bois. Donc, le ministre le disait d'ailleurs, il y a une prise de risque nécessaire et obligatoire. Et donc, il faut essayer d'envisager quelles peuvent être ces évolutions. Mais voilà, le choix n'est pas un choix simple, où on peut dire c'est ça la solution et voilà ce qu'il faut faire.
Olivier Picard, je disais tout à l'heure que vous vous êtes occupé longtemps de la recherche et du développement au CNPF. Quand on fait de la R&D, quand on est sur le terrain, justement, on essaye d'envisager ce qui va se passer dans 50 ans. Est-ce qu'on arrive, peut-être une question un peu philosophique, pardonnez-moi, est-ce qu'on arrive à avoir quelques certitudes en la matière? Ben, je pense que le forestier, il a toujours pris ses décisions avec beaucoup d'incertitudes, mais il y avait une constante qui était le climat. C'est sûr qu'on ne sait pas ce que vaudront les bois, telle essence demain sur le marché du bois. Donc ça, c'est vraiment un pari économique que le propriétaire forestier fait. Et je pense que le rôle du forestier avant tout, c'est de mettre la bonne essence au bon endroit et de se garantir qu'elle poussera dans des bonnes conditions. Et on sait qu'un bois qui pousse dans des bonnes conditions a de fortes chances d'intéresser à un moment donné un marché, que ce soit un marché de niche ou un marché de masse. Mais et donc le conseil que le forestier, que nous donnons en tant que technicien aux propriétaires, c'est d'essayer de l'entourer des garanties maximum. Je pense qu'elles ont été rappelées par les deux intervenants. C'est protéger les sols, d'avoir des écosystèmes en bon état, d'avoir des espèces le plus adaptées possible en termes de climat. Alors c'est vrai que les outils qui ont été montrés qui sont issus de projections climatiques en se disant ben voilà les hypothèses qu'on a aujourd'hui nous permettent de dire que dans tel endroit il va y avoir vraiment des sécheresses très fortes et donc je vais éviter d'avoir sans doute des grandes surfaces à renouveler plus tard parce que quand on va avoir des terrains nus avec 50 degrés au sol l'été on sait que les petits plants ils vont avoir du mal. C'est vrai que d'avoir des systèmes de gestion de renouvellement où on utilise le recru, c'est-à-dire la végétation naturelle qui repousse, ou de plantation sous abri, ou de collectifs très denses qui gardent une certaine ambiance forestière, c'est-à-dire finalement de l'humidité et des températures atténuées. Tout ça, ce sont des garanties et des techniques qu'on peut proposer. Voilà. Alors après, voilà, on n'est pas à l'abri d'une attaque de scolyte, on n'est pas à l'abri d'autres phénomènes qui vont arriver. Mais voilà, on essaye de faire avec toutes les connaissances qu'on a, et je pense que c'est vraiment le point majeur. Alors, tout à l'heure, il est dit est-ce qu'il faut replanter sur des grandes surfaces? Si on a un versant de montagne, versant sud, dans le sud du Massif central ou dans les Pyrénées, etc., non, peut-être pas, parce qu'on sait que là, on va avoir des fortes chances d'avoir des mortalités importantes. On voit les statistiques qui montent petit à petit de mortalité dans les jeunes plantations. Donc tout ça, ce sont des précautions qu'il faut prendre en amont, et c'est ce qu'on essaie de faire avec tous ces outils qu'on propose, que ce soit BioClimSol ou d'autres. Merci. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question philosophique, mais... Oui, mais en tout cas, vous introduisez le propos qui va être développé par Éric Payassa dans un instant et Marine Pertuis. Juste avant, je me tourne une dernière fois vers Camille. Est-ce qu'on a encore une ou deux questions pour Julien Ficpron ou est-ce qu'on passe à la question suivante? Je pense qu'on va passer effectivement à la question suivante de l'expérimentation, puisqu'il y a de nombreuses questions participants qui trouveront, à mon avis, réponse dans les éléments que vont présenter Éric et Marine. Très bien. Julien Ficpron, merci beaucoup pour cette présentation.